gens qui ont peur déjà du changement par nature, qui sont pas à l'aise avec ça. Les multiples défis qui sont les nôtres vont-ils générer plus de peur? Sachant que si on reprend nos fameuses statistiques de la peur, pour les Occidentaux, la plus grande peur, c'est le déclassement en termes de catégorie sociale, donc la pauvreté, le chômage, etc. Par contre, pour les Américains, ils ont plus peur de l'accès à leurs données sur la vie privée et au terrorisme. Alors, statistiques à remettre au goût du jour, puisqu'on a vu les événements dramatiques qui se sont passés en Orient et également sur notre sol français, avec le retour du terrorisme islamiste, même si bon, sur notre sol français, on est quand même sur une attaque de moindre ampleur que ce qui s'est passé en Israël. Cette menace, elle est toujours là. Donc, qu'est-ce que ça impacte sur la peur? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on en a moins peur et qu'on s'y habitue puisque maintenant on connaît le phénomène? Ou est-ce qu'on est sur une même logique de peur? Alors, on va pas comparer. Avoir peur pour sa vie, c'est quand même différent d'avoir peur pour son salaire à la fin du mois ou le développement de son secteur d'activité. C'est quand même pas du tout la même chose, on est d'accord. Donc voilà nos petites statistiques qui sont impactées aussi, comme d'habitude, par les événements qui sont imprévisibles, les aléas et les horreurs, tout comme les très bonnes nouvelles des actualités. Selon l'IFOP que je cite ici, on a quand même 92% des gens qui se disent très inquiets. Ils ne se sentent pas apeurés, effrayés ou phobiques, hein, mais inquiets par les conflits qui sont aux portes de notre pays. Là, il s'agissait en l'occurrence du conflit ukrainien. Je ne sais pas, je ne saurais vous dire où en sont les stats sur le conflit actuel israélo-palestinien depuis l'attaque de Gaza, mais je pense qu'on est sensiblement sur des tendances plutôt proches, puisque ça réveille en fait les fanatiques religieux dans leur passage à l'acte criminel. Donc, la théorie importante de Klaus Schwab, c'est de croire un peu d'une manière candide que les évolutions technologiques vont permettre à l'humanité de se porter pour le mieux. Mais vous verrez en conclusion qu'on peut un petit peu tempérer ce point de vue au regard d'autres éléments extérieurs qui ont trait notamment au niveau d'éducation des personnes. Au possible accès à ces nouvelles technologies. Tout ça, ça vient un petit peu tempérer, même si globalement, on peut être plutôt optimiste dans le sens où l'apparition de technologies nouvelles, on le voit déjà, simplifie notre vie au quotidien et nous ouvre les portes vers d'autres possibles, chose qu'adore en général l'être humain, même si il peut être un petit peu comment dirais-je, méfiant avec toute idée de changement. Donc dans la peur Kesako, je voulais vous présenter ça et vous expliquer en quoi consistait donc son grand projet qu'il a appelé le Great Reset, qui est une grande réinitialisation, proposition du Forum économique mondial en 2020, donc c'est après le bouquin sur la 4e révolution industrielle, pardon. Et là, en gros, c'est la présentation du capitalisme responsable avec un système organisationnel et une durabilité équitable comme seul maître mot de ce qui se passe à partir du moment où on change les intérêts capitalistiques de tous. Alors, on le voit bien que concrètement, il y a quand même un grand décalage entre les réalités, puisqu'on est dans des situations de crise économique assez prégnantes et avec une difficile réduction des écarts
entre les personnes les plus riches qui bénéficient de manière tout à fait positive du capitalisme, l'impact des crises, bon, bah, la crise sanitaire qui a permis à certaines économies d'être très florissantes, bon là ça va retomber puisque de toute façon la pandémie n'est plus là, donc voilà, tous ceux qui vendaient des masques et des vaccins, ils vont voir leurs chiffres un petit peu baisser automatiquement. Donc tout ceci sont des facteurs à prendre en considération sur le monde de ce 21e siècle que l'on souhaite tous plus humain et beaucoup plus beau, même si ça paraît un peu difficile de vous convaincre vu les temps actuels. Donc pour revenir à cette idée de Great Reset, grande réinitialisation, on aperçoit, première observation qui se fait, les disparités qui sont quand même beaucoup plus creusées. Les crises économiques et énergétiques qui vont être pas forcément plus difficiles pour les plus modestes, puisque finalement c'est un petit peu une logique empirique, mais quand on est habitué à être limitant dans son mode de fonctionnement, forcément c'est beaucoup plus facile de savoir s'auto-limiter que quelqu'un qui est habitué à être dispendieux en permanence. Là pour lui ça va être un sacré choc civilisationnel quelque part d'un autre point de vue. Donc en fait cette grande réinitialisation va-t-elle permettre l'émergence d'un capitalisme responsable? On peut l'appeler de tous nos voeux, à partir du moment où les entreprises acceptent d'appliquer les législations protectrices et environnementales, ce qui n'est pas toujours simple, puisque cela implique un coût, mais les politiques sont censées venir en appui pour permettre les transitions, les investissements en recherche, développement, innovation, pour que tout ceci se passe au mieux. Cependant, ce vœu pieux, moi, je serais d'avis de dire qu'il est grandement tempéré par pas mal de choses, notamment qu'on observe une grosse augmentation des troubles des personnes dans le domaine de l'apprentissage, dans les domaines de la psychologie et de la psychiatrie. Le développement d'idées tout à fait extrémisme et un fort recul du consensus dans les sociétés. Donc en fin de compte, ce vieux pieu de capitalisme responsable empreinte beaucoup d'humanisme, il est vraiment tempéré par ces facteurs-là. Pourquoi? L'adhésion à des théories qui sont complètement, parfois même abracadabrantesques, c'est le mot qui sort et il faut le dire, puisque l'accès au raisonnement rationnel n'est plus possible chez certaines personnes, du fait d'une souffrance trop extrême, de conditions de vie atroces qui n'ont que trop duré. Enfin, il y a plein de raisons pour expliquer tous ces facteurs-là. Autre que la maladie en soi, le fait de ne pas avoir accès à un raisonnement cohérent, enfin voilà, pour des raisons de psychologie ou de psychiatrie, mais vraiment pour des questions d'environnement. Donc ça, c'est plus à prouver ni à démontrer. Les études sociologiques sont très claires dessus. L'environnement, l'exposition à la pauvreté pendant un certain temps vont générer une batterie de conséquences néfastes. Donc comment se situer dans un monde avec une théorie très positive et très améliorative du genre humain, ça c'est vrai, face à des personnes qui n'ont même plus accès au concept que ces théories défendent. Donc ça c'est un premier bémol. Le deuxième qui tient à des causes d'ordre médical, bien effectivement pour les mêmes raisons, des gens ne comprennent pas du tout quel intérêt il peut y avoir à faire perdurer un système tel que le capitalisme, tout simplement parce que leurs conditions de vie ayant été tellement extrêmes qu'ils basculent sur des raisonnements et des comportements où la violence, l'adhésion à l'anarchie et non plus à quelque chose de régulé est la seule porte de sortie pour eux. Ça se voit, ça s'entend, il ne faut pas se voiler la face
Et se cacher la vérité, ces personnes-là, qui font partie de la société, comme tout le monde, estiment que c'est un point de non-retour. On a également des théories telles que la décroissance, par exemple, dont on avait parlé à la rentrée précédente, la collapsologie. Évidemment, là, on est en train d'en voir les premiers effets. Il y a eu quand même ce conflit ukrainien qui a fait réfléchir sur les énergies, la consommation, même si les prix de l'énergie sont bloqués, etc. Ça reste quand même assez onéreux de pouvoir avoir accès aussi facilement qu'il y a 10 ans à l'énergie, non renouvelable particulièrement. Et là où on est un petit peu bloqué, il va falloir trouver un autre point de bascule justement, c'est que l'accès aux énergies propres a un coût que ne peuvent plus assumer les populations, puisque les régulations politiques ont mis dans une sorte de goulot d'étranglement la classe qui consomme le plus les produits du capitalisme de masse. Finalement, c'est une théorie qui semble penser pour des personnes qui ont quand même un certain niveau de vie, qui leur permettent d'avoir accès à un capitalisme, peut-être pas de niche, mais un capitalisme de produits de qualité supérieure. Donc, cette théorie, finalement, si vous allez au bout de mon raisonnement, elle n'est pas applicable à tous. Donc là, on va reprendre les théories des économistes d'il y a bien longtemps, là, qui avaient des super idées. Alors, c'est pas Ricardo qui disait ça, mais je vous laisse aller dans n'importe quel cours d'économie dans l'histoire de l'économie, où il a été dit que tout le monde n'était pas invité au banquet du monde. Voilà. Alors, est-ce que ce livre, ces propos, la grande réinitialisation, le Great Reset, sont des théories qui sont pensées à partir de ce genre d'idées comme postulat ou pas? Bon, je ne crois pas, honnêtement. C'est pas ce que j'ai lu dans ce bouquin, pas du tout. Mais dans sa pratique, demeurent quand même certains acteurs concurrentiels qui font que leur voracité met en péril finalement la côté vertueux et humain et équitable que pourrait avoir une économie libre. Et ils sont très difficiles à convaincre parce que de toute façon ce n'est plus aux politiques de les orienter dans cette voie-là. C'est beaucoup trop frontal pour les peuples, c'est pas possible. Enfin, à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que les peuples sont quand même imbriqués dans des systèmes d'organisation internationale, de régionalisme étendu, dont on ne sort pas comme ça. On l'a vu avec le Brexit, c'est toute une histoire de dire, par exemple, on va sortir de l'organisation régionale qu'est l'Europe. Peut-être que c'est supportable à l'échelle d'un peuple comme le Royaume-Uni, pardon, mais il y a d'autres peuples pour qui faire ça, c'est tout simplement, peut-être pas un arrêt de mort, mais voilà, une lourde crise annoncée et un fort déclassement à la clé. Donc en fait, la vraie question, elle est là, et si vous avez des pistes de réflexion, il faut trouver désormais les moyens matériels, pas de contraintes parce que ça ne marchera pas, on ne contraint pas un acteur économique, c'est impossible. C'est juste ce que démontrent les études sur ce point. Un acteur économique, il pense en termes de marché, d'offres, de demande et de rentabilité. Toute la démarche éthique, etc., est responsable. Elle est pour l'instant orientée parce qu'elle vient en relais de coûts qui autrefois étaient dépensés pour la communication et le marketing.